Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète beaucoup d'enseignants, qu'ils soient stagiaires ou qu'ils soient d'ailleurs des enseignants expérimentés. C'est les questions de discipline dans la classe. Je crois que nous avons tous la crainte d'être à un moment donné débordés par nos élèves, de ne pas réussir à s'en faire obéir. Et je pense pour notamment les jeunes enseignants, ça peut être un réel sujet d'angoisse que de gérer une classe. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de se substituer aux cours que les uns et les autres recevront dans les INSPE et n'a pas pour but non plus de remplacer ce que pourra vous apporter, ce que pourra vous prodiguer un tuteur. Cette vidéo souhaite simplement partager une expérience du terrain et vous aider autant que possible à trouver votre voie d'enseignant dans le monde de l'éducation nationale. Alors comme c'est un sujet, la discipline, c'est un sujet qui est très vaste, on ne peut pas en une demi-heure prétendre en faire le tour. Je vais me contenter dans cette vidéo de discuter avec vous des préalables que je vous invite à prendre en compte avant de fixer des règles, de fixer des punitions à vos élèves. Bien, je vous invite à réfléchir sur ces points et à adapter votre stratégie en conséquence. Alors le premier préalable qui s'impose à vous, et qui s'impose d'ailleurs à moi, qui s'impose à nous tous, c'est un préalable réglementaire. Nous n'avons pas carte blanche dans les classes avec nos élèves. Nous sommes évidemment dépendants de loi. Hein, nous sommes soumis à la loi et nous sommes soumis également au règlement intérieur au sein de l'établissement. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a deux types de réprimandes possibles dans un établissement. Le niveau le plus élevé de réprimande s'appelle les sanctions disciplinaires que seul le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut distribuer. Donc c'est les fameuses sanctions comme les exclusions d'une journée, 3 jours, ou, ou des exclusions définitives. Voyez. Donc ces sanctions recouvrent tous les faits graves ou les manquements répétés. Hein, faut qu'il y ait vraiment une répétition, il faut que ça perdure, qu'un professeur a pu signaler dans un rapport d'incident ou dans un rapport tout court à la direction. Donc ces sanctions disciplinaires, on en distribue avec parcimonie dans les établissements. Ça va dépendre souvent du caractère du chef d'établissement, ça va dépendre aussi de la tradition de l'établissement, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais dans l'absolu, vous, en tant qu'enseignant, vous allez intervenir marginalement dans ces sanctions disciplinaires. Et vous ne pourrez pas, même si vous pensez être dans votre bon droit, si vous pensez que la situation le justifie, vous ne pouvez pas exiger quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir encaisser le fait qu'un rapport d'incident ne se termine pas comme vous le souhaitiez par un conseil de discipline ou autre. Il y a un deuxième type de réprimande, pardon, ce sont les punitions scolaires qui là sont à votre initiative ou à celle d'un autre membre de la communauté éducative. Donc il n'y a pas que les professeurs qui peuvent distribuer les punitions scolaires, et ces punitions recouvrent tous les manquements mineurs aux obligations des élèves. Alors ça va être, voyez, les bavardages, les petites perturbations de cours, les oublis de matériel, les retards, voilà, des choses qui ne sont pas très graves, qui sont dérangeantes, mais qui ne sont pas très graves. Donc, quand des faits de cette nature se produisent, l'enseignant a la possibilité, bien sûr, de reprendre verbalement l'élève et de le reprendre même vertement. Alors, quand je dis vertement, d'ailleurs, il faut que je précise, dans un langage, bien entendu, toujours soutenu. Il ne s'agit pas de s'autoriser la familiarité ou les grossièretés.
Mais bon, on a évidemment la possibilité d'élever la voix et de faire sentir à un élève qu'il a dépassé les bornes. On peut distribuer des devoirs supplémentaires, on peut distribuer des heures de retenue, on peut exclure de cours. Vous voyez, tout ça, c'est dans notre panoplie d'enseignants. Alors, je précise toutefois qu'il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est mettre des zéros de conduite. Un élève qui est bavard, par exemple, vous ne pouvez pas lui mettre un zéro qui comptera dans la moyenne. Ça n'est pas possible. Donc ça, c'est interdit. Par contre, les choses sont différentes pour les devoirs non rendus. Si l'élève n'a pas rendu ses devoirs et qu'il n'y a pas d'explication satisfaisante, vous êtes tout à fait en droit, bien entendu, de mettre un zéro. Au même titre que si l'élève est absent à un devoir, théoriquement, le rattrapage n'est pas de droit. Et il doit pouvoir justifier de son absence. Sauf que là, ça ouvre un autre problème qui est justement la justification d'absence. C'est-à-dire que la vie scolaire, les chefs d'établissement ont une appréciation assez large de la justification d'absence. Nous, souvent, en tant qu'enseignants, on est prêt à considérer qu'une raison valable de ne pas aller, de ne pas être présent pour un devoir, eh bien, c'est d'être malade et donc de justifier de sa maladie par un certificat médical. Et au lycée, dans les règlements, vous allez avoir souvent cette mention qui est faite, il vous faut un certificat médical. Sauf que dans la pratique, c'est pas le cas. Ici, la famille appelle en disant, bah voilà, mon fils ou ma fille s'est pas senti bien aujourd'hui, ne peut pas faire son devoir, bah voilà, point. Et là, que fait-on? Est-ce qu'on met un zéro ou est-ce qu'on rattrape? Et vous allez vous rendre compte que malheureusement, dans certains cas, enfin dans beaucoup de cas, on vous dira qu'il vaut mieux rattraper ou qu'il vaut mieux fermer les yeux. Eh oui. Bon. Donc, à savoir. J'insiste pour clore ce premier point sur les aspects réglementaires, que quelle que soit la sanction ou la punition, tout a une finalité éducative. Donc, on ne punit pas pour punir, on punit pour éduquer. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt pédagogique à la chose. La punition doit avoir un rapport, doit avoir une correspondance entre la punition et la faute. Donc il est logique par exemple, de mettre un travail supplémentaire à quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Alors les choses se gâtent si bien sûr l'élève ne fait toujours pas le devoir que vous lui avez mis en punition. Hein, mais on y reviendra sur ces cas-là. Donc je reprends donc l'idée qui me paraît importante, c'est que la sanction, la punition, tout cela a une dimension éducative. Vous voyez, si vous mettez une heure de retenue à un élève, vous n'allez pas pouvoir lui dire de faire des lignes. Il va falloir soit lui donner un travail supplémentaire à faire durant l'heure de retenue, soit lui demander de recopier le règlement intérieur sur la portion qui correspond au manquement de l'élève, soit lui faire une rédaction, lui demander une rédaction sur, je sais pas moi, sur le respect du matériel, sur le respect des camarades, vous voyez, quelque chose qui a un rapport. Donc gardez ça en tête, quand vous punissez en pensant à cette finalité éducative. Et je dirais, c'est d'autant plus important d'avoir ça en tête que les établissements scolaires excluent de moins en moins les élèves et considèrent qu'un élève perturbateur doit rester présent dans l'établissement, ce qui veut dire que vous, en tant qu'enseignant, il va falloir vous accommoder de situations qui sont des situations très inconfortables, de situations où vous avez été à un moment donné très haut dans les décibels avec un élève, ça s'est très mal passé, mais où l'élève va quand même être là au cours suivant. Donc vous avez peut-être pu l'exclure à un moment donné d'un cours, mais au cours suivant, il sera là. Donc voyez, pour vous, psychologiquement, il faut aussi que vous pensiez au temps d'après. Hein, au moment où la crise se produit, où vous allez intervenir,
il faut avoir en tête que cet élève-là qui dysfonctionne au moment M sera l'élève qui sera intégré en M+1, avec lequel il faudra travailler et avec lequel il faudra contribuer à l'éducation jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous voyez, il y a une pression quand même qui est latente, hein. Et évidemment, il y a vraiment des cas où cette présence qu'on va imposer à l'enseignant, elle peut être très durement ressentie quand les choses se sont mal passées et que l'administration ne vous a pas soutenu comme vous l'espériez et que du coup vous vous retrouvez mis en minorité, mis en fragilité dans votre propre classe et regardé de travers par le reste de la classe qui a bien vu que là dans le duel, eh bien, vous avez perdu. Donc pensez à ça et abstenez-vous autant que possible en fait d'appuyer sur le bouton rouge, sur le bouton je dirais atomique, euh, parce que l'élève sera encore là après et qu'il faudra pouvoir reconstruire à partir de la crise initiale. Alors le deuxième point, le deuxième préalable, qui découle d'ailleurs du premier, c'est le regard général, culturel, des familles et de l'institution sur la discipline. Ce regard-là impacte beaucoup notre travail et impacte beaucoup notre manière de traiter les situations de classe. Les familles et l'institution, sans qu'elles en aient parfois conscience, peuvent pratiquer un double langage. Je m'explique. Toute famille, tout chef d'établissement, et d'ailleurs tout enseignant, vous dira que l'ordre est indispensable, qu'on ne peut pas travailler sans qu'il y ait le silence, sans que l'atmosphère soit studieuse. Bon. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Je suis d'accord, vous êtes d'accord, nous sommes tous d'accord. Sauf que, quels moyens sommes-nous prêts exactement à aligner pour obtenir cet ordre, ce calme, ce silence? Et c'est là que les choses se gâtent. En réalité, les familles et l'institution, enfin certaines familles et certains chefs d'établissement, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, ce serait injuste, ont des réticences, pas toujours avouées, mais parfois elles sont avouées, face à toute prise à partie d'élèves par un enseignant, face à la punition qu'un enseignant va pouvoir mettre, face à une heure de retenue ou autre. Et même dans certains cas, il y a cette conviction que, dans le fond, le calme, le silence, l'ordre, tout ça peut s'obtenir par des méthodes douces, par la persuasion, l'explication, voire la séduction. J'ai déjà entendu, par exemple, des chefs d'établissement expliquer aux enseignants que mettre une heure de retenue à un élève, c'était un aveu d'échec. C'était manifester qu'on n'avait pas réussi à convaincre l'élève de faire son travail ou d'obéir à la règle. Si ça, c'est pas culpabilisant, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous voyez, ça pèse ça sur nous. Même quand vous êtes dans votre bon droit, même quand le manquement est manifeste, on ne vous suggérera pas nécessairement quand vous administrez une sanction, enfin quand vous administrez une punition. On pourra vous demander des comptes. Alors, à quel moment ce décalage se perçoit? À quel moment, vous voyez, c'est cette réticence que j'indiquais est palpable? Eh bien, par exemple, quand vous avez un écart, qui peut être un écart conséquent, entre ce qui est prescrit dans le règlement intérieur et ce qui est réellement appliqué dans la vie courante de l'établissement. Je vous l'ai dit dans la vidéo concernant la pré-rentrée, il faut que vous connaissiez le règlement intérieur de votre établissement, c'est logique, mais ce règlement intérieur doit être livré avec ses sous-titres. Hein, c'est pour ça qu'il faut aller demander à un collègue de vous expliquer vraiment comment ça se passe, parce que dans bien des cas,
il y a des articles du règlement intérieur qui ne sont plus appliqués depuis des lustres. Ou qui ne sont plus appliqués parce que entre-temps, il y a eu un changement à la vie scolaire, un changement de direction, ou il y a eu un scandale l'année d'avant qui a défrayé la chronique et qui fait que maintenant on a des réticences à appliquer telle ou telle règle. Alors voyez ça, si vous ne le savez pas et que vous retrouvez à incarner la vertu, mais vous êtes tout seul, eh bien ça pourra se retourner contre vous. Et oui. Je vous donnerai un cas concret. Dans un établissement où il est clairement indiqué que on ne peut pas écouter de la musique dans l'enceinte de l'établissement, donc c'est écrit, et que le personnel d'éducation, quel qu'il soit, est invité à confisquer le dit matériel s'il prend un élève sur le fait, eh bien vous avez un établissement qui écrit cela, mais qui reprochera à l'adulte qui a appliqué le règlement d'avoir effectivement confisqué le matériel parce que ça crée des problèmes avec la famille s'est plainte et vous comprenez, madame, c'est ennuyeux. Donc voyez, renseignez-vous sur ce qui est vraiment interdit dans votre établissement parce que le règlement intérieur n'est parfois pas suffisant pour comprendre comment fonctionne l'établissement. Il y a un autre domaine où il y a un décalage entre, je dirais, ce que l'on est autorisé à faire et ce que l'on peut faire concrètement, c'est les heures de retenue. Les heures de retenue sont de plus en plus difficiles à imposer. Pourquoi? Parce que d'abord, les emplois du temps sont maintenant tellement chargés qu'on a du mal à trouver des créneaux matériels pour mettre la retenue. Ensuite, parce que vous avez certains établissements, pas tous, mais certains établissements où la vie scolaire ne veut pas organiser les retenues, ne veut pas prendre en charge vos élèves en retenue et estimera que c'est vous qui avez puni, c'est vous qui gérez. Donc, prenez les élèves en retenue durant d'autres heures de cours que vous dirigez ou alors confiez ces élèves à des collègues. Donc, vous voyez, ça c'est une complication qui s'ajoute à votre travail et ça se pratique. Donc il faut le savoir, c'est des choses qui se voient dans les établissements. Vous avez également des établissements où en conseil pédagogique, le chef d'établissement, sans un mot, affiche un tableau au PowerPoint, avec PowerPoint, un tableau statistique, le nombre de retenues au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Une sorte de bilan. Alors, fine mouche, ces chefs d'établissement ne disent rien, mais je dirais le simple fait de présenter le tableau ouvre droit à interprétation. Que doit-on comprendre exactement? Quelle leçon doit-on tirer de cette statistique? Alors j'entends que ça peut être donné à une base d'information, mais quel est l'intérêt de cette information si ce n'est nous dissuader finalement de mettre des heures de retenue, puisque le chiffre a l'air d'être tellement élevé à la fin qu'il y a une sorte de record à la fin de l'année. Là, au deuxième trimestre, on s'est fait plaisir, on a mis beaucoup trop de retenue par rapport à la moyenne du premier ou du troisième trimestre. Donc ça existe. Et ça aussi, je trouve que c'est des moyens où on en vient à vous culpabiliser quand vous utilisez, encore une fois, des moyens tout à fait légaux, prévus par le règlement intérieur pour faire respecter le calme dans la classe. J'en viens maintenant aux situations d'exclusion des élèves. Alors normalement, quand vous excluez un élève, c'est quand cet élève représente un danger pour lui-même, pour les autres ou pour vous. Ça va être un danger immédiat. Donc techniquement, les exclusions ne sont pas prévues, c'est le comble, pour les cas où l'élève se contente d'être perturbateur, mais ne pose pas de problème de sécurité. Alors bien sûr, les chefs d'établissement ne sont pas toujours prêts à suivre cette vision jusqu'au boutiste des choses et entendent bien que si la situation devient gérable, il convient d'exfiltrer le perturbateur de votre cours, parce que ma foi, les 30 autres élèves qu'il y a dans la salle et vous-même avez mérité le droit de travailler. Mais l'exclusion, votre droit à l'exclusion d'une certaine manière, peut être entravé si on vous renvoie l'élève. Donc,
je vous donne le scénario, hein, la situation dégénère, vous choisissez d'exclure l'élève, et 15 minutes après, on vous le renvoie. On vous le renvoie pourquoi? Ah bah parce que c'est l'heure de déjeuner et il n'y a personne pour l'accueillir, ni à l'administration, ni à la vie scolaire. Tout le monde s'occupe de la cantine ou est parti à sa pause déjeuner. Donc, bah, voyez, bel exemple d'autorité, vous mettez dehors un élève, il vous revient. Autre cas de figure, on vous le ramène parce que vous n'avez pas donné de travail. Parce que oui, quand vous excluez, comme tout a une dimension éducative, hein, c'est ce que je vous disais plus avant, euh, votre élève doit être occupé pendant qu'il est dehors. Vous travaillez avec la classe, l'élève doit continuer à travailler même s'il est en dehors de la classe. Donc il faut penser l'année du travail. Mais ça veut dire que vous qui avez déjà été énervé par la situation de départ, qui avez dû reprendre vos esprits pour ramener le calme et relancer le travail, on va de nouveau vous déranger pour vous demander eh bien de d'écrire une bafouille pour voilà question A5 page 32 et ainsi de suite. Tout ça c'est perturbant et c'est usant. Et j'en viens, alors c'est aussi pas mal ça, c'est on vous demande d'écrire immédiatement le rapport d'incident. C'est-à-dire que non seulement vous avez été dérangé, il faut donner des devoirs à l'élève, vous avez la classe qui commence à partir, mais il faut que vous écriviez par le menu ce qui s'est passé, parce que vous comprenez, le principal adjoint doit traiter l'affaire maintenant, et ça ne saurait attendre. Donc bah, vous le faites, et tant pis pour les 28 autres élèves qui voient leur heure de cours totalement massacrée. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, dont il faut avoir conscience. Dernier point dont il faut avoir conscience, c'est que les familles communiquent avec les chefs d'établissement, que les chefs d'établissement savent ce qui se passe dans la classe, bref, que l'information sur la vie dans votre classe n'est pas entre vos mains. En tout cas, elle n'est pas qu'entre vos mains. Vous avez des chefs d'établissement qui vont patrouiller dans les couloirs pour s'assurer que chez vous, ça ne déborde pas. Vous allez avoir des familles qui vont écrire des mails pour se plaindre de votre cours ou d'un incident qui s'est passé avec leur enfant, mais qui ne penseront jamais à demander un rendez-vous avec vous ou qui ne vous demanderont aucune explication à vous, hein, qui iront directement voir le chef d'établissement. Lequel chef d'établissement, ensuite, viendra vous récupérer au parking, devant la photocopieuse, en vous demandant des explications. Donc, voyez, tout ça, c'est à bien percevoir. Hein. On a un cadre réglementaire, on doit maintenir l'ordre, mais dès qu'on manifeste la volonté d'utiliser une méthode verticale de mise au travail, eh bien, il faut être prêt à rendre des comptes, même si vous êtes dans votre bon droit, encore une fois. Hein. Donc c'est lourd, ça, au quotidien. Et ça amène au dernier point, qui est le dernier préalable, qui est un préalable important et qu'on ignore souvent quand on est jeune enseignant, c'est qu'il faut se connaître soi-même. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Vous n'êtes pas comme votre voisin, vous n'êtes pas comme votre tuteur, vous n'êtes pas comme vos autres collègues, vous êtes unique. Ce qui veut dire que la discipline dans votre cours est très largement à inventer. Bien sûr que vous allez piocher des éléments à droite et à gauche, auprès de vos collègues, auprès des uns et des autres. Mais en fait, il va falloir qu'à un moment donné, tous ces éléments correspondent à ce que vous êtes. Parce que si vous vous en éloignez, vous verrez que sur le long terme, ça ne sera pas gérable. Je vais vous donner un cas, par exemple. Nous n'avons pas tous le même seuil, le même plafond de tolérance concernant le bruit. Vous avez des enseignants qui ne supportent pas la moindre prise de parole de l'élève, qui vont vraiment demander le silence complet. Mais il se peut que vous, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un murmure ou qu'il y ait un bruit de fond. Auquel cas, ne considérez pas que vous êtes un professeur laxiste parce que vous vous accommodez d'une forme de bruit, là où visiblement d'autres collègues considèrent qu'on ne peut rien faire sans qu'il y ait le silence complet. Moi, je préfère la notion de calme. Il faut qu'il y ait un calme. Ce calme n'est peut-être pas silencieux, mais le calme est indispensable. Voyez, sur le silence, par exemple, vous avez des classes qui sont très silencieuses, mais où en fait on ne travaille pas.
parce que les élèves dorment. Donc le professeur fait son cours, hein, donc c'est très, très reposant, les mouches volent, mais les élèves ne sont pas mis au travail. Les élèves font autre chose, alors ils sont silencieux, mais ils font autre chose. Ils dorment, ils dessinent, enfin que sais-je, mais vous voyez, ça c'est pas une réussite en soi. En tout cas, moi je trouve pas ça satisfaisant. Donc réfléchissez sur ce que vous êtes prêt à tolérer ou pas. Réfléchissez sur ce qui est pour vous vraiment inacceptable, des points sur lesquels vous ne pouvez pas transiger. Mais réfléchissez aussi sur ce qui finalement ne vous gêne pas tant que ça. Étant entendu que les enfants sont très sensibles je dirais, à la correspondance entre ce que vous êtes et ce que vous imposez. En clair, ils attendent que vous soyez exemplaire. Si vous ne leur passez aucun retard, ils auront beaucoup de mal à accepter que vous-même, vous autorisez peut-être d'arriver dans la salle avec 1 ou 2 minutes de retard. Ou ils vivront très mal le fait que vous débordiez un peu de votre cours. Vous voyez, ça a sonné, mais vous continuez à garder les élèves et du coup, vous mettez les élèves en retard pour le cours suivant. C'est ce genre de choses où les élèves vont se montrer sensibles, observateurs, et où aussi se joue votre autorité d'enseignant. Donc, imposez ce sur quoi vous-même vous êtes exemplaire, lâchez du lest sur les domaines où peut-être vous êtes moins regardant, sachant que nous sommes imparfaits, nous avons plein de défauts, nous avons le droit d'être fatigués, il y a des moments dans l'année où on ne tient plus. Tout ça, tous ces éléments, c'est à prendre en compte, mais voyez, soyez clairs. Hein. Ce qui veut dire que quand vous fixez des règles, ne vous contentez pas du seul avis de votre tuteur, qui va avoir sa manière de fonctionner avec sa classe, mais une manière de fonctionner qui correspond à sa personnalité. Essayez de varier et de voir ce que font les collègues en histoire-géographie, mais aussi ce que font les collègues des autres disciplines. Parce que les collègues des autres disciplines, tout comme vous, ils doivent gérer entre 28 et 35 élèves assis pendant 1 heure, et ils ont, en fonction de leur matière, déployé des trucs et astuces qui vous aideront, vous, et qui correspondront peut-être davantage à votre tempérament. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et la prochaine fois, on continuera à parler de discipline, mais sous d'autres angles, notamment quand la situation dérape vraiment avec un élève et qu'il faut gérer non pas un dysfonctionnement, mais bien un conflit avec l'élève et ou sa famille. À bientôt!